J'ai le sentiment qu'on a affaire à un homme perdu et qui fait tout pour Isolé. garder, qui s'isole en tout cas, et qui fait tout, parce que bon, il y a quand même des fidèles autour de lui qui espèrent et qui récupèrent les miettes, donc il n'est pas totalement seul. Mais on a le sentiment d'un camp qui se rétrécit, y compris lâché par sa base MAGA, hein. Il n'y a qu'à voir les critiques qui fusent de son camp, Tucker Carlson, enfin tous ceux qui ont milité, hein, et je ne parle pas que des médias traditionnels, je parle aussi des médias, les nouveaux médias, comme dirait Mélenchon, qui ont fait sa campagne, sont aujourd'hui ses premiers critiques. Et donc on a un camp qui se rétrécit. Et qu'est-ce que ça va donner je pense que nous pouvons être inquiets. Ouais. Écoutez, là, on va traverser l'Atlantique pour aller voir Monsieur Donald Trump, qui, là, est un petit peu en conflit avec la Cour suprême, parce que il y a quelques jours, cette Cour suprême, a invalidé les taxes imposées, les taxes de douane notamment imposées par Donald Trump de manière unilatérale. Et alors du coup, Trump pas content, il décide de contourner la Cour suprême. Cour suprême qui, en plus, je crois, est majoritairement composée de républicains. Donc c'est un peu même son camp qui s'est retourné contre lui. Guy, ça c'est un sujet pour vous. Pour moi. Très très chaud. Merci. Alors comment vous analysez ce début de conflit, enfin déjà le conflit peut-être un peu interne aux États-Unis entre Trump et la Cour suprême et les institutions d'une manière générale. Qu'est-ce que cette confrontation dit des ambitions de Donald Trump dans son rapport au pouvoir, et puis à plus grande échelle, quel dessin émerge dans l'économie mondiale? Qu'est-ce que ça dit de son rapport au pouvoir? Bon, tout le monde le sait, hein, c'est quelqu'un de très autoritaire, qui est venu avec un plan, qui avait dit avant l'élection qu'il serait dictateur juste le premier jour. Bon, on se rend compte qu'il y a pris goût et que... Ouais, la journée est longue. La journée est longue. Il serait temps de se coucher. Donc son rapport au pouvoir, bon, on le connaissait, et puis il en fait la démonstration tous les jours, avec le soutien on va dire de Lou, qui ne pense qu'à une chose, c'est le remplacer. Je pense à J.D. Vance notamment. Donc, son rapport au pouvoir, il n'est pas très surprenant, et ça se voit dans les décisions qu'il prend, un peu autoritaires, etc. Là où c'est intéressant, et ce qui se passe aux États-Unis, mais avec un impact, je dirais, quasiment mondial, c'est sur le fait que finalement sa politique un peu de cow-boy qui a consisté à faire peur à tous les grands de ce monde en mettant des taxes en voiture, voilà, premièrement est contestée en interne par des juges qui sont de son camp. Est contesté, je pense, aussi par la population, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les prix augmentent, les prix des produits importés augmentent. Donc il y a un vrai problème, y compris sur l'inflation. Il a affirmé que l'inflation avait diminué, mais c'est contesté par un certain nombre d'économistes. Donc il y a un vrai souci. Et au-delà de ça, il y a des répercussions sur les règles internationales. Or, vous savez, on adhère à un système quand on croit aux règles qui le régissent. Or, quand vous brisez les règles du commerce international, ça crée un précédent. Et il y a aussi des répercussions sur les relations internationales avec les différents pays. On le voit avec des pays qui ne savent plus trop, le chancelier allemand qui va en Chine, un peu de son côté. Enfin, vraiment, on assiste, je pense, à quelque chose qui part peut-être, qui apparaît sous forme d'une contestation interne au président américain, mais qui, à mon avis, comme le disait, dans le clair-obscur, les monstres surgissent, risque d'aboutir vers une déflagration mondiale, de mon point de vue, notamment, en tout cas, des règles internationales et une recomposition à terme avec un pays, la Chine, qui elle, est vraiment totalement... elle marche sur du velours. Elle marche Chine est plutôt discret d'ailleurs en temps finalement. Oui, à son habitude. Vous savez, la Chine, c'est l'empire du silence. Donc,
Les Chinois n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Et ce sont des gens qui ont une vue, le Sun Tzu, hein, ils ont une vue à longue échéance. Donc, ils regardent tout ça et puis ils s'affirment de plus en plus comme première puissance mondiale, avec notamment ce rôle de puissance de stabilité. Qui aurait cru il y a 20 ans, il y a 30 ans, que la puissance de stabilité serait un jour la Chine aussi rapidement? C'est quand même assez surprenant. On vous entend, en fait, Trump tire contre son propre camp. Oui, il tire contre son propre camp et c'est très surprenant parce que... Quand je dis camp, c'est même les États-Unis, je parle pas Oui, que mais complètement. Ah oui, mais oui, complètement. Surtout qu'il était arrivé avec un slogan Make America Great Again. Et bon, si on met de côté les... Il y a des casquettes Made in China aussi, c'est peut-être... Mais oui, il est malin. Mais si on met de côté les aspects un peu, on va dire, extrémistes, qui étaient l'image qui lui était accolée, ce qu'on pouvait quand même, le crédit qu'on peut lui faire, c'est qu'il voulait réellement relancer l'emploi, etc. En tout cas, redonner une place. Je ne dis pas que sa stratégie était bonne, mais la volonté affichée était de remettre les États-Unis au centre du jeu international en ne provoquant plus de nouveaux conflits, en se retirant des conflits ouverts, etc. Et on pouvait s'attendre à autre chose. Et là, on constate qu'il est en train d'isoler son pays. Et même si ça ne se voit pas vraiment... au niveau des dirigeants occidentaux, hein, qui accourent toujours au moindre claquement de doigts pour aller prendre une photo avec lui dans le bureau Oval, comme ça a pu se voir, je crois qu'au niveau des populations, y compris les populations occidentales, la perception que les gens peuvent avoir des États-Unis est en train de changer. Et vous savez, l'image des États-Unis, c'est un pan de leur puissance. Et malheureusement, cette image, qui a été beaucoup façonnée par Hollywood, le boy qui va libérer l'Europe, etc., l'image des États-Unis qui est un pan de leur puissance, malheureusement, est en train de se détériorer. Et cette image des États-Unis... maître du monde libre, malheureusement, plus beaucoup de personnes y croient. Et la question que je me pose, c'est finalement, est-il rattrapé par le scandale Epstein, finalement? Est-ce que autour de lui ou lui-même, de manière inconsciente, les gens qui sont autour de lui et lui-même sont-ils à ce point perdus et un peu dans la torpeur de se dire qu'à un moment donné, ils vont être empêtrés, emportés par la vague, parce qu'on n'a qu'à voir le nombre de démissions. Hein. Le président, encore aujourd'hui, le PDG du Forum de Davos, c'est pas n'importe qui. Enfin, voilà, on est vraiment dans quelque chose qui peut aboutir... on est dans un clair-obscur qui, comme le disait... Son camp pourrait le lâcher et utilise ce prétexte des textes pour le lâcher. J'ai le sentiment qu'on a affaire à un homme perdu et qui fait tout pour garder... qui s'isole en tout cas et qui fait tout... Parce que bon, il y a quand même des fidèles autour de lui qui espèrent et qui récupèrent les miettes. Donc il n'est pas totalement seul. Mais on a le sentiment d'un camp qui se rétrécit, y compris lâché par sa base MAGA. Hein. Il n'y a qu'à voir les critiques qui fusent de son camp, Tucker Carlson, enfin tous ceux qui ont milité, hein, et je ne parle pas que des médias traditionnels, je parle aussi des médias, les nouveaux médias, comme dirait Mélenchon, qui ont fait sa campagne, sont aujourd'hui ses premiers critiques. Et donc on a un camp qui se rétrécit, et qu'est-ce que ça va donner je pense que nous pouvons être inquiets. Ouais. Il y a les midterms qui approchent. Ouais. Gratien. Oui, j'ai l'impression que Trump n'a pas consulté ou n'a pas de conseils économiques qui lui disent la vérité. Il dit « je vais faire ça ». Ce qu'il a oublié, c'est que le monde a évolué. Il fut un moment, il y avait la guerre des taxes, des douanes, des taxes de douane, chacun pour protéger son marché. On protégeait le marché d'un pays. C'était, il y a plusieurs. Et d'ailleurs, ce sont les Américains qui étaient pour la mondialisation. Il y a eu la mondialisation. La mondialisation, pour fabriquer un véhicule, je ne vais pas nommer des véhicules, je ne vais pas faire la publicité des véhicules, des voitures, on fait l'assemblage dans plusieurs pays. On produit les pièces détachées dans d'autres pays. Même pour les médicaments, on a des médicaments qui viennent de l'Inde, qui viennent de n'importe quel pays. Donc, il n'y a plus maintenant la production entière dans un pays pour produire pour sa propre population. C'est-à-dire que tout est interrelié. Oui, ça fait au moins 40 ans que c'est comme ça. Mais ça, il n'a pas compris. Le fait qu'il met des taxes, s'il met des taxes, ce qui se passe, par exemple, 3 semaines, les Américains, les taxes en général, avant, ce qu'on faisait, on mettait les taxes pour protéger le marché. Lui, il ne protège pas le marché. Ce n'est pas pour protéger le marché, pour que les gens produisent, mais c'est pour bloquer. Alors, soi-disant qu'il va diminuer les importations, mais les gens, ils continuent à importer. Les gens qui consomment le riz,
Par exemple, en France, on importe du riz qui vient de l'Asie. On va pas, même si on augmente le tarif de 100%, on ne va pas diminuer la quantité mangée. Mais nous, c'est nous les consommateurs qui allons payer. C'est-à-dire qu'il a pénalisé non pas les entreprises, non pas les pays qui exportaient, il a pénalisé les Américains. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même les Américains, ils disent « rendez-nous l'argent ». Parce qu'en soi, tout ce qu'il dit, il montre, on a l'impression qu'il joue une pièce de théâtre. Ils sont thatcheriens, en fait, les Américains. Les Américains, ils ont perdu, mais regardez par exemple les Chinois. Les Chinois, ils disent « vous voulez augmenter les taxes ? Nous, on retient les terres rares. » Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont pas produire. Même à un certain moment, ils n'auront même pas la technologie. Ce qui fait que vraiment, ce qu'il fait économiquement, ça ne se justifie pas. Ben. Oui, en fait, avec Trump, ce qu'il faut comprendre, c'est une présidence impériale dans sa façon de faire. Et la décision de la Cour suprême du 20 février est une gifle qu'il ramène sur terre. Et c'était une grande surprise parce que si on voit bien au niveau de cette Cour suprême, la majorité des juges ont été nommés par des autorités républicaines. Et parmi ces juges, il y a 3, ils ont été nommés par Donald Trump lui-même. Donc c'est un rappel à l'ordre et c'est quelque chose de bien dans la mesure où ça permet de dire, quels que soient les dérapages, il y aura au niveau de la Cour suprême des hommes et des femmes qui, à un moment donné, se dresseront face à lui pour lui dire stop, il faut que ça s'arrête. Il a même dénoncé une décision anti-patriotique. Effectivement. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'on dit depuis le début sur l'impact de ces décisions. C'est un camouflet. Il ne s'y attendait pas. Il a oublié également qu'avec ces taxes, il bafouait des conventions, des accords internationaux qui ont été déjà signés avec certains de ces pays. C'est vrai que cette décision, il faut la voir dans sa globalité, qu'elle ne remet pas en cause des secteurs stratégiques comme l'acier, l'automobile et les produits pharmaceutiques. Ça, c'est important. Maintenant, là où se jouent les choses, c'est présentement en direction des midterms du 3 novembre. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Si sa majorité est reconduite au niveau du Congrès, donc c'est un grand boulevard qui s'ouvre à lui au niveau des 2 ans qui restent sur son mandat. Maintenant, si par malheur, il perd, donc lui et son camp, la majorité au niveau du Congrès, son pouvoir va s'étioler, et il ne pourra plus se reconstruire dans la mesure où, de par la Constitution, il sera dans l'impossibilité de se représenter. Donc c'est l'équation sur laquelle il surfe en ce moment. Il oublie aussi qu'il a essayé évidemment de trouver un contournement pour revenir sur cette décision de justice, mais jusqu'à présent. Ah oui, parce qu'en plus, sinon, il va devoir rembourser, puisqu'il y a quelques taxes qui, du coup, sont invalides et les gens des pays ont payé ces taxes. Qui osera demander aux États-Unis de rembourser quoi que ce soit? Personne. Non, ce sont les Américains, à l'intérieur. Grégory. Alors, moi, ce que je pense, j'ai une autre lecture des événements. Premièrement, lui, Donald Trump, il n'est pas pro-démocrate, il n'est pas pour la démocratie. C'est pourquoi donc là, en fait, oui, bien sûr. Donc en fait, le jugement qui a été rendu par la Cour suprême, c'est le fondamental d'une démocratie. C'est pour ça que d'ailleurs, quand il réagit, Donald Trump, il dit, il parle de juges en disant qu'ils n'ont pas été patriotiques, c'est pas ce qu'on leur demande. Ils jugent si c'est constitutionnellement c'est possible ou non. Or, ce n'est pas possible. Lui, dans sa façon de faire, il gouverne par décret. Et là, on voit bien, quand on dit que ce n'est pas forcément réfléchi, aussi, au contraire, je pense que c'est réfléchi et il y a ce côté téméraire de Donald Trump. Et c'est pour ça qu'il a rebondi avec le Trade Act, cette loi de 1974, qui lui permet du coup de remettre les droits de douane à 15%. Pour 150 jours. 150 oui, mais jours. c'est une décision temporaire. Oui, 150 jours, mais ce qui se passe, c'est que même, a priori, il pourrait encore renouveler.
Et en fait, les gens qui travaillent autour de Donald Trump prévoient d'autres encore articles qui sont encore en étude pour pouvoir gouverner. Donc en fait, il est toujours dans cette vision-là. Et aussi, il ne faut pas oublier, parce que les droits de douane, on a fait mention ici de la dimension commerciale, qui est très forte et qui est très dure aussi à analyser, à juger. Je pense qu'on y verra beaucoup plus clair dans le temps, parce que oui, c'est vrai, ça provoque de l'inflation. Oui, c'est vrai, les entreprises ne produisent pas tout sur place, donc elles prennent des importations et c'est eux qui payent la note. En revanche, il y a comme ces 72 milliards qu'ils ont récoltés sur une année et qu'ils se gargarisent de ça, Donald Trump. Et secondement, il ne faut pas oublier le second volet, c'est que c'était un outil diplomatique pour pouvoir négocier et préserver les intérêts des États-Unis à l'étranger. Et là, c'est vrai que maintenant que c'est nivelé à 15%, eh ben, y a des pays maintenant qui sont défavorisés, d'autres qui le sont favorisés. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de maîtrise de l'équipe de Trump. Mais voilà, donc il y a quand même cette vision-là. Et moi, en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec Donald Trump, c'est que la démocratie telle que nous l'avons vécue, le marché tel que nous l'avons vécu, ce qui renvoie finalement au concept de Jacques Attali, la démocratie de marché, se pratique différemment. Et moi, je pense qu'il y a un précédent avec Donald Trump, et je ne suis pas sûr que demain, parce que là, on se projette un peu sur les midterms et plus tard, même pour l'Occident, même s'il n'y a pas un successeur de Donald Trump, que les droits de douane vont partir des États-Unis. Je pense que là, on est vraiment dans un autre environnement mondial auquel tout le monde est en train de regarder. Et je suis d'accord aussi sur ce qui est dit. C'est pas sûr que des pays vont poursuivre les États-Unis pour des remboursements, parce qu'il y a des accords maintenant qui sont remis en question, notamment l'accord qui lie l'Union européenne aux États-Unis, puisque la nouvelle législation avec le Trade Act est à l'avantage de l'Union européenne. Donc voilà un peu la situation pour moi qui, je pense, est quand même maîtrisée par Donald Trump, même s'il y a toujours cette part d'improvisation, parce que Donald Trump, c'est comme ça, en fait, il expérimente, il voit que ça ne lui est pas favorable, et après, il rapplique derrière. Bon, là, sur le sujet. On parle d'économie et on fait le constat qu'il navigue peut-être à vue. Et moi, c'est vraiment inquiétant et ça va au-delà de l'économie, parce que vous pouvez observer qu'en ce moment, il y a des tensions entre les États-Unis et l'Iran. On est dans une situation très très instable qui pourrait potentiellement déboucher sur un conflit, une déflagration quasiment mondiale. Et vous savez, un homme qui est un peu dans le corner comme ça, alors même qu'il a le doigt sur le bouton nucléaire, c'est pas rassurant, quoi. C'est vraiment pas rassurant. C'est vrai que ça lui tombe un peu de tous les côtés. Il est contesté en interne. Les dirigeants occidentaux lui font des courbettes, mais je suis pas sûr qu'il a vraiment. Il a leur crainte, mais je suis pas sûr qu'il a leur respect. Et dans cette situation-là, je crois que le pire est à craindre. Et en tant que démocrate, amoureux de la liberté, de la stabilité dans le monde, on devrait tous être inquiets. C'est pas rassurant ce qui se passe, et ça va au-delà de l'économie.